That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Depuis 2 jours, un film est sorti en salle. Le film s'intitule Le 5e plan de la jetée. C'est un film réalisé par Dominique Cabrera. Et Dominique a accepté de venir en parler un petit peu. En tout cas, moi, je suis très content. Et avant de commencer cet entretien, je pose toujours cette question. Comment allez-vous ? Mais plutôt bien, ça va bien. Je suis un peu, comment dire, j'ai du mal à me réveiller ce matin parce que hier, la soirée a été longue au cinéma Méliès à Montreuil où on a montré le film. Et c'était vraiment bouleversant de voir que, voilà, il y avait des spectateurs qui étaient réellement touchés par le film. Et on a parlé. C'était très, très heureux. Oui, mais c'est ça. Si je me permets de rebondir sur ce que vous êtes en train de... C'est qu'il y a effectivement une grande part de mémoire liée à la famille, à votre famille, liée au cinéma de Chris Marker, mais à un moment ou à un autre, on s'identifie à tout ça. On peut ne pas même avoir vu le film La Jetée, parce que le film La Jetée est au centre de votre propre film. On ne peut pas avoir un lien avec l'Algérie, parce que le film parle beaucoup de l'Algérie, mais ça, c'est quelque chose, si on connaît votre filmographie, c'est tout à fait cohérent, j'ai envie de dire ça comme ça. Et on se rend, il y a une forme de résonance avec toutes celles et tous ceux qui découvrent ce film. Et j'imagine que c'est toujours un élément important que chacune habite le film. Un membre de votre famille, un cousin, si je ne me trompe pas, il est avec sa fille et il est en train de nous annoncer qu'en découvrant ou voyant La Jetée à la cinémathèque, dans une cinémathèque, il y a un plan et il dit, mais je crois que c'est moi, en voyant un petit enfant avec... Alors, je vais dire avec ses parents, et en fait, à la fin du film, il y a quelque chose qui nous dit que peut-être c'est pas son père. Voilà, le film est rempli de puzzles de ce genre-là. En tout cas, on voit dès l'emblée 3 personnes, de dos, une femme, un homme et un enfant avec les oreilles décollées. C'est très important, les oreilles décollées. Et il dit à sa fille, je crois que c'est moi. Est-ce que ça s'est véritablement passé comme ça ? Oui, en 2018, au moment de l'exposition Marker à la Cinémathèque, le film La Jetée était projeté en continu. Mon cousin a été voir l'exposition avec sa fille Camille et il a donc regardé La Jetée. Et là, il a cru se reconnaître et reconnaître ses parents. Il est resté pour voir la deuxième projection mais oui, c'était bien lui et c'était ses parents. Et là, il a fait une photo qu'il a postée sur Facebook et toute notre famille a dit « Mais oui, c'est vrai, on te reconnaît. On reconnaît tes genoux maigres de quand tu étais petit. On reconnaît tes oreilles décollées. On reconnaît ta mère Angèle et ton père Julien. » Et évidemment, moi aussi, j'ai vu cette photo et je me suis dit « Mais oui, c'est incroyable. Je ne m'étais jamais rendu compte que dans La Jetée, dans le 5e plan, il y avait une image qui pourrait être l'image de mon oncle, de ma tante et de mon cousin. » Et forcément, moi, ça m'a complètement passionnée parce que La Jetée, c'est un film extraordinaire qui m'a toujours beaucoup impressionnée et je suis loin d'être la seule. Hein. C'est une espèce d'icône du cinéma. C'est un court-métrage composé d'images fixes et d'un plan animé. Un court-métrage très mystérieux, très poétique, construit autour d'un paradoxe temporel où un enfant voit sa propre mort adulte. Et donc, quand mon cousin a annoncé ça à notre famille, c'est devenu une espèce de point de départ pour moi, de rêverie d'abord, d'enquête. Et puis, finalement, je me suis lancée dans un film et ça m'a pris 4-5 ans et j'ai fait un film qu'on projette en ce moment. Et c'est vrai que c'était dans nos vies une histoire extraordinaire. Oui. En fait, le point de départ, finalement, mon enquête, ça a été... Est-ce que Chris Marker pouvait avoir réellement croisé mon oncle, ma tante et mon cousin et les photographier en 1962 quand il tourne son film? Et comment Chris Marker tournait son film? Et comment notre famille a vécu dans cette année 62? Et voilà pourquoi je crois que Chris Marker
pouvait avoir photographié notre famille en 1962 parce que notre famille était arrivée d'Algérie au moment de l'exil des Pieds Noirs, par Orly, où Marker a commencé et fini son film, et en 62. Et donc, j'ai fait toute une recherche sur les dates, en fait, de l'arrivée de notre famille et de la façon et des dates où Marker avait tourné son film. Et on a vu qu'il pouvait y avoir des croisements possibles, en fait. Et voilà, c'était un premier point de départ. Puis après, ce point de départ un peu léger m'a permis à la fois d'entrer dans l'histoire de notre famille et dans ce que c'était que l'exil, dans ce que c'était que cette arrivée à Paris, et de travailler sur la manière dont Marker fabriquait ses films, et celui-là en particulier. Et bon, comme je suis cinéaste, je suis cinéphile, le cinéma me passionne, et donc ça a été une grande passion d'essayer de comprendre très concrètement, avec les témoins encore vivants, comment Marker fabriquait ses films. Voilà, c'est vrai ce que vous dites, que les spectateurs, je l'ai encore vécu hier soir, il y a des spectateurs qui sont très touchés intimement, personnellement, par cette quête dont on pourrait penser au départ qu'elle ne va pas intéresser grand monde. En fait, oui, ça intéresse les gens. Et je crois que ça intéresse les gens parce que ça nous plonge dans, au fond, la recherche des liens avec les uns et les autres, avec les autres, en fait. Cette enquête que moi j'ai menée pour moi fait écho pour les spectateurs dans le désir qu'ils ont, bien légitime, d'avoir des liens avec les autres. Quels sont nos liens avec n'importe qui? Et en fait, nous avons des liens. Je pense que si on cherchait, par exemple, entre vous et moi, des liens dans le passé, entre nos familles, on pourrait trouver des moments où nos familles se sont croisées, où votre arrière-grand-tante, peut-être qu'elle est passée dans un village ou dans un train où la mienne est passée. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, les humains, nous sommes liés, en fait. On le sait bien, mais quand on se met à le chercher, à le regarder, à scruter des photographies, des documents, pour très concrètement trouver les moments de croisement et d'écho, et quand on le trouve, ça donne une sorte de joie aux spectateurs parce que eux-mêmes pensent à leur propre lien avec d'autres. J'avais envie hier dans la salle de cinéma de faire une sorte d'expérience, en fait, de mettre les personnes là dans la situation de chercher leurs liens les uns avec les autres, leurs liens dans le passé, leurs liens familiaux. Je suis certaine qu'ils en auraient trouvé. Et ça, c'est dans le moment de chaos et de difficulté dans lequel nous sommes, je pense que c'est assez rassurant, c'est joyeux, en fait. Je peux vous rassurer d'une chose, c'est que je me permets cette subjectivité. Vous et moi, nous avons un lien, et ce lien, c'est l'Algérie. Ça, c'est sûr et certain. Donc déjà, ça, voilà. On peut le dire. Voilà. Oui, donc, nous avons ce lien. Mais Samir, en fait, si on cherchait à... C'est ce que j'ai fait dans le film, en fait. C'est-à-dire, j'ai cherché à trouver des preuves, au fond, ou un faisceau de preuves. Alors, voilà. Et, alors, il y a des preuves concrètes, mais il y a aussi des formes de preuves qui nous incitent à la rêverie, qui montrent qu'on est proche, en fait, qui peuvent nous permettre d'imaginer comment on pourrait être lié sans avoir le rapport de police, quoi. Et ce qui serait amusant et touchant, c'est de chercher très concrètement, entre vous, votre famille et la mienne, les réels croisements. Ils ont pu se croiser dans une rue. Et bon, ce qui est extraordinaire dans la recherche, ça c'est la vie qui me l'a donné, dans la recherche qu'on a fait sur La Jetée, c'est qu'on a trouvé des preuves très concrètes de croisement entre ma famille et l'œuvre de Chris Marker. Par exemple, la chose la plus inouïe, c'est que le héros de La Jetée, qui est donc joué par Davos Anish, le héros, c'est-à-dire l'homme adulte dont mon cousin pourrait avoir représenté l'enfance, eh bien, Davos Anish est né à Saint-Denis-du-Sigue, en Algérie, dans le petit village d'où vient toute ma famille. Et là, c'était vraiment inouï, quoi, de découvrir cette chose-là au moment du tournage.
quand la femme de Davos Anish et sa fille nous montrent ses papiers parce qu'on veut voir une petite photo de comment il était quand il était jeune. Et là, Saint-Denis du Sig. Alors là, c'était vraiment tellement étrange, quoi. Et après, ma mère dit « Ah, mais oui, je me souviens de la famille Anish. » Bon, alors là c'était vertigineux, quoi. Voilà, mais en fait, ces coïncidences, il y en a tout le temps dans la vie. On vit avec des coïncidences, des échos, des correspondances. Par exemple, vous voyez bien que quand on tombe amoureux de quelqu'un. Et là, un des grands plaisirs qu'on a, il semble me souvenir, quand on tombe amoureux, c'est de se dire « Ah, mais alors vraiment, c'est tellement extraordinaire. On s'est rencontrés parce que ce jour-là, je suis venue là, dans ce café, mais j'aurais pas dû venir. » Et donc, vous voyez, on traque le hasard parce qu'on veut qu'il y ait du sens dans nos vies. Et il y en a, en fait, du sens. Et on est heureux de pouvoir le toucher, ce sens, et de sentir qu'on n'est pas absolument dans le vide. Je crois que c'est l'un de vos cousins, en tout cas il y a quelqu'un qui montre une expérience scientifique, mathématique. C'est un moment passionnant, mais vraiment passionnant. Et c'est pas un matheux qui vous le dit, pour vous dire à quel point j'ai trouvé ça passionnant, mais surtout ça se finit sur quelque chose d'assez incroyable, parce que vous parlez de voyage dans le temps. Et vous dites, moi j'aimerais bien, ça m'intéresse. Lui, il répond « Oui, plus ou moins, mais je n'y crois pas. » Et il dit quelque chose d'incroyable, qui, à mon avis, peut-être fait sens avec le film. Mais si vous avez utilisé ce moment-là, vous l'avez intégré dans le film, c'est que ça fait sens. C'est qu'il explique qu'il y a un rapport aux morts qui est très fort. Et la nature ne le veut pas. Donc, ça ne peut pas exister, le voyage dans le temps. Et vous, en parallèle, voilà. Et vous, en parallèle, il y a des moments où on se dit « Mais est-ce que vous voyez des choses que vous avez envie de voir et qui peut-être sont plus des supputations que des éléments factuels. » Alors que le film est rempli d'éléments factuels, ça c'est faut le dire. Oui, le film est rempli d'éléments factuels, mais aussi de rêveries. C'est-à-dire que on essaye de faire exister dans le film ces rêveries qui, dans notre esprit, nous rapprochent les uns des autres. Mais c'est très beau, quand c'est mon cousin Paul qui est un scientifique. Et il fait un calcul de probabilité sur la probabilité que Marker ait photographié ses parents un dimanche de 62 à Orly. Donc il arrive à un chiffre dont je ne me souviens pas à l'instant, mais en fait il explique que la probabilité que Marker ait fait cette photographie est bien plus grande que celle que nous avons de gagner au loto. En fait, il y a une réelle probabilité scientifique, mathématique, que Marker ait pu photographier mon oncle, ma tante et mon cousin qui se baladent à Orly. Et c'est très... ça nous fait plaisir, en fait, de voir ce calcul de probabilité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des preuves. Et les chiffres sont des preuves pour justifier notre rêverie. Le fait qu'on ait besoin de cette rêverie, c'est déjà une preuve qu'on a raison de l'avoir, quoi, parce qu'on ne va pas inventer n'importe quoi, en fait. On est proches les uns des autres. Et ce film m'a permis d'aller voir de ce côté-là. D'aller voir que les anonymes, mon oncle, ma tante et mon cousin, c'était vraiment des anonymes dans l'aéroport d'Orly, en 62. Les anonymes, si on se met à les regarder, on voit surgir leur histoire, quoi. Moi, ça me passionne de regarder les anonymes. Je passe beaucoup de temps à faire des photographies de passants aujourd'hui. La rêverie sur les visages, les corps, les manières d'être, de bouger des uns et des autres, toutes ces histoires qui s'ouvrent dès qu'on se met à regarder, c'est quelque chose qui me passionne. Et en fait, la vision de mon cousin, d'avoir vu ses parents et de s'être vu lui dans le film de Marker, ça a été pour moi une occasion non seulement d'aller plonger dans l'histoire de ma famille qui arrive en France en 62, l'année où Marker tourne son film, mais aussi d'assouvir une partie de ma passion des passants, puisque je me suis mise à regarder les passants de l'aéroport d'Orly ce jour-là, photographiés par Marker. Enfin, ces jours-là, photographiés par Marker. D'ailleurs, vous les regardez tellement que le dernier plan du film, c'est une photo. Et ça montre, ça se passe dans un avion, et on voit quelqu'un
un exilé, enfin un immigré en tout cas, qui est ramené de force, et vous faites le lien avec le personnage de Davos dans le film de Chris Marker, le lien aussi avec toutes ces personnes qui sont parties d'Algérie, qui ont dû quitter l'Algérie. Enfin, il y a un lien comme ça très fort, et le film n'oublie pas de nous dire à chaque instant que ce que vous voyez, ce que vous avez vu, c'est ce que peut-être vous ne voyez pas souvent, suffisamment, ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, donc pour essayer d'expliquer ce raccord, donc mon oncle, ma tante et mon cousin et toute la famille, puisque nous, arrivant en France en 62, on est des exilés, des immigrés, comme souvent dans cette situation de douleur, on reste ensemble. Et donc, on a été élevés, j'ai été élevée à ce moment-là avec mes cousins. Ils étaient tous ensemble. Et on allait tous ensemble, très souvent, dans l'aéroport d'Orly. Pourquoi ? Parce que mes parents sont arrivés d'Algérie en 62 à l'aéroport d'Orly. Et en fait, ils viennent à l'aéroport d'Orly pour regarder les avions venant d'Algérie et regarder les passagers qui descendent, parce qu'ils espèrent voir quelqu'un qu'ils connaissent. Donc c'était une promenade, non seulement la promenade de tous les Français, parce que c'était un monument extraordinaire, mais notre promenade à nous, parce qu'il fallait regarder les passagers des avions pour voir s'il n'y avait pas des personnes qu'ils connaissaient, parce qu'ils se sentaient très perdus. Et quand je me suis demandé comment j'allais faire ce film, je me suis demandé comment j'allais filmer Orly aujourd'hui. Alors, on va filmer Orly, on cherche l'endroit d'où a été prise la photo de Marker en 62, et du coup, on regarde les passagers d'aujourd'hui. Et on voit une petite fille, une petite fille qui est noire, qui se balade sur le carrelage, et je me dis, j'étais comme cette petite fille, moi, en 62. Et le carrelage, c'est peut-être le même carrelage. Et à ce moment-là, j'ai pensé à ceux qui sont en rétention aujourd'hui, c'est-à-dire ceux, non pas qui arrivent, d'abord il y a ceux qui arrivent qui ne peuvent pas entrer et qui sont en rétention, et puis il y a ceux qu'on met en rétention pour les expulser. Et alors je me suis dit, ce serait bien de donner une idée cinématographique de ça, de cet écho, de ce contre-champ contemporain. Mais évidemment, vous vous en doutez, filmer ça, c'est pas possible en fait. En tout cas, ça n'a pas été possible pour moi. Alors après, j'ai cherché si dans les archives d'associations ou de cinéastes, il n'y avait pas des images de ça. J'en ai pas trouvé. Mais je me suis souvenu à ce moment-là d'une photographie qui était parue dans Libération. Cette photo, qui avait été faite par un passager d'un avion qui allait en Algérie, d'un exilé d'aujourd'hui, entre deux policiers, avec un masque sur le visage qui ressemblait à celui de la jetée. Quelqu'un qu'on renvoyait en Algérie, en fait, attaché, quoi. Et c'est une image très, très violente. Et j'ai cherché à retrouver cette image. On a retrouvé le photographe, qui est un jeune Algérien, vidéaste, qui s'appelle Sadek Bouzinou, et qui nous a donné l'autorisation d'utiliser cette photographie. Mais lui-même l'avait déjà perdue, en fait, cette photo. C'est-à-dire que l'original de la photo n'existe plus. Mais il existe sa reproduction dans le journal Libération. Donc, on l'a utilisé dans le film. Et pour moi, c'était très fort de faire un... Et c'était un... En fait, je pense que c'était un raccord que Chris Marker aurait pu faire et qu'il a fait entre le présent, le passé et l'avenir. Et moi, j'étais heureuse de faire ce raccord et de montrer comment il y avait aujourd'hui des images de la jetée, c'est-à-dire des images de domination et d'oppression. Le héros de la jetée, il est emprisonné, il est drogué, on l'envoie faire des voyages dans le temps pour pouvoir ramener des éléments pour sauver le présent. Mais ceux qui l'envoient dans le temps, c'est une dictature, c'est quelque chose qui rappelle d'ailleurs le nazisme. On entend des voix en allemand, etc. Enfin, Marker a fait un film à propos de la Troisième Guerre mondiale. Là encore un écho avec aujourd'hui. Il fait un film à propos de la Troisième Guerre mondiale où la surface de la Terre est rendue inhabitable par les produits chimiques, par les bombes, etc. Et donc, dans les souterrains de Paris, survit tout un peuple et on prend un homme de ce peuple
pour lui faire des voyages dans le temps, pour essayer de sauver le présent. Voilà, donc sauver le présent, bah, c'est aussi quelque chose qui est très fort en écho du cinéma. Le cinéma, c'est vraiment l'art de voyager dans le temps, quoi, d'une façon qu'on a du mal peut-être même à vraiment, véritablement comprendre qu'est-ce qui se passe avec le cinéma. Parce que le cinéma nous donne la possibilité de faire, comment dire, d'être dans une forme de dialogue avec les défunts. Sur l'écran du cinéma, la plupart du temps, vous voyez des acteurs qui aujourd'hui sont morts. Or, en les regardant, on a une forme de dialogue inconscient, de rêverie. On intègre à notre pensée, à notre mémoire, des personnes qui ne sont plus de ce monde. Donc, on a en fait sur l'écran du cinéma une forme de véritable dialogue avec des êtres qui ne sont plus. Ça, c'est vraiment bon, voilà, quelque chose d'inouï, d'extraordinaire. Et j'ai eu l'occasion, en réalisant ce film, d'explorer quelque chose de ça, de cette conversation avec les fantômes, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est vertigineux. Et voilà, d'ailleurs, c'est aussi un labyrinthe où on peut se perdre. Et là, on est sorti du labyrinthe, on est arrivé à faire le film, quoi. Et ça, c'est une grande joie. Le film s'ouvre là sur la salle de montage, donc on comprend que tout va se passer là. Mais en même temps, on se demande comment on peut écrire un film dans lequel on ne sait pas grand-chose sauf 2-3 éléments et on va certainement découvrir des choses, voire même se tromper, voire même penser être arrivé à quelque chose et finalement c'est pas ça. Mais il y a quand même cette salle de montage qui ouvre le film, donc ça explique que tout va se passer au montage. Tout se passera au montage quoi qu'il arrive. Oui, en fait j'ai été inspirée par un film de Marquer qui s'appelle 2084, un court-métrage qu'il a tourné au moment du centenaire du syndicalisme. C'est une demande de la CFDT qui voulait un film pour célébrer le centenaire du syndicalisme. Et Marquer imagine un film qui se passerait au moment du bicentenaire du syndicalisme, en 2084. Donc dans l'avenir. Et il tourne le film dans une salle de montage, c'est-à-dire dans un endroit sombre où il peut convoquer des images hétérogènes. Par définition, c'est la salle de montage. Et j'ai pensé que pour ce film-là, ce serait une bonne idée d'amplifier l'intuition de Marquer dans 2084. Et j'ai aussi fait ce choix parce que ça me permettait de convoquer tous les témoins dans une ambiance qui était la même pour tout le monde. Vous voyez, sinon, les témoins, je les aurais filmés chez eux. Alors, il y aurait des couleurs, ça ne pouvait pas raccorder avec La Jetée. Parce que La Jetée, c'est un film très dense, en noir et blanc, avec des images fixes, qui est un film extraordinaire. Donc, mon problème de mise en scène, c'était comment j'allais mélanger les images tellement géniales de La Jetée avec des images documentaires de témoignages. Donc, c'est cette idée, en fait, de la salle de montage, c'est-à-dire d'une ambiance sombre, qui me permettait de faire une image un peu monochrome, qui m'a sorti d'affaire, quoi. Je pouvais unifier tous ces témoignages et aussi leur donner une écoute. Dans la salle de montage, il y a un calme, il y a une attention aux images, aux visages, aux signes. Et ça, c'était ce que je désirais pour ce film, en fait. C'est-à-dire, on va faire attention aux détails pour trouver des preuves, pour que les images s'ouvrent et nous permettent de comprendre quelque chose de cette énigme. Une dernière question. Je rappelle, le 5e plan de La Jetée est en salle depuis 2 jours. Une dernière question. Par le dispositif que vous installez, il est important parce que celles et ceux qui viennent témoigner, raconter ou même donner des éléments qui vont vous permettre d'avancer, regardent des images et vous les filmez en train de regarder des images. Et à un moment, il y en a l'une d'entre elles qui se voit dans un plan du Joli-Mai. C'est le plan au lendemain de la manifestation de Sharon où il y a eu 8 morts. Et Chris Marker fait Chris Marker fait une espèce de travelling latéral, plus ou moins. Et elle se voit sur les spectateurs de la manifestation. Oui. Voilà, et elle se voit, mais elle voit aussi une amie qui lui est très chère et qui
qui n'est plus là. Il dit, c'est trop dur, abat les images, vive le texte. Et là, je me dis, mais comment reçoit Dominique Cabrera cette phrase-là? Abat les images, vive le texte. Je la comprends très bien. Je la comprends, oui. C'est-à-dire que les images, c'est les autres. Et les autres, c'est à la fois une immense richesse, le plaisir de les regarder, d'être en relation avec eux. Voilà, c'est ce qui nous maintient en vie. Mais c'est aussi comment faire des choses avec les autres, quoi. C'est-à-dire, eux, ils ont leur propre logique, leur désir, leur violence, leur pulsion. Alors que quand on est dans les mots, on est avec notre imaginaire et les autres, c'est médiatisé par les mots. Et on va travailler sur les mots. Elle est écrivain, celle qui dit ça, et je la comprends très bien. C'est vraiment autre chose de travailler avec les mots. Et surtout, on n'est pas directement confronté au corps de l'autre, à son corps qui va mourir, qui peut aussi nous échapper. Quand on va travailler sur les mots, on est d'une certaine façon protégé. C'est dans notre imaginaire, ça peut être très puissant, mais ça n'a pas quelque chose de cru, en fait, comme les images, comme le cinéma qui nous met en relation. J'ai fait un film avec le cinéaste et critique Jean-Louis Comolli, et il disait dans le film, le cinéma est un sauveur, un sauveteur. Il va permettre de maintenir en vie, de garder en vie une forme de relation. Et ça, c'est puissant, c'est merveilleux et extraordinaire, mais c'est aussi une difficulté. Voilà, on y arrive, on n'y arrive pas, on espère, on aime, on déteste. Enfin, vous voyez, on est dans le maelstrom des sentiments avec les images. C'est pour ça qu'elle dit ça. Elle dit ça, abat les images, vive les mots, parce qu'elle souffre. Elle la voit là. Elle la voit vivante. Donc, ça ravive sa peine. Dans le film, il se passe la même chose. Ma mère, à un moment, on projette un bout d'un film et on voit mon père en vie. Et elle souffre parce qu'on voit quelqu'un en vie, c'est vraiment... et on ne peut pas le toucher. On voit juste son image, mais son image tellement vivante que ça ravive le chagrin de sa disparition. Et c'est au cœur de la jetée, cette notion-là, puisque la jetée est composée d'images fixes avec un plan animé, on voit la femme aimée ouvrir les yeux. Et ce plan, il est tellement vivant, on a l'impression qu'on pourrait la toucher. Elle revient d'entre les morts, quoi. Voilà, alors en essayant de dialoguer avec la jetée, j'avais la chance merveilleuse et le risque aussi de dialoguer avec un chef-d'œuvre qui a touché juste sur tous ces points fondamentaux de la vie et du cinéma, la vie, la mort. D'ailleurs, quand votre maman revoit son mari, votre père, elle dit les photos, c'est bon, je sais, je les vois tous les jours. Mais le mouvement, ça c'est compliqué. Le voir vivant, et c'est vrai que c'est un grand chagrin, mais c'est aussi une joie, c'est-à-dire qu'on voit la personne qu'on a aimée, vivre, quoi, comme s'il était toujours là. C'est un des grands mystères et une des grandes joies du cinéma. Le 5e plan de la jetée, film de Dominique Cabrera, vous avez compris, je vous invite très fortement à aller le découvrir ou à aller le revoir. En tout cas, c'était toujours un plaisir. Merci pour votre disponibilité. Et encore une fois, le 5e plan de la jetée qui est sorti en salle depuis 2 jours. Merci à vous, Dominique. Merci beaucoup. Au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.